Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Producer Oli qui interrompt très brièvement le début de cet épisode spécial entrevue avec Joel Anthony, ancien joueur de la NBA et maintenant fortement impliqué auprès de l'Alliance de Montréal. On a eu des petits problèmes une fois l'épisode enregistré avec le son de Joel. Pendant l'enregistrement, c'était pas trop pire, mais après, il y avait vraiment de très graves problèmes au niveau du son. On a essayé de le retravailler au maximum pour s'assurer qu'on puisse comprendre l'essentiel de ce que Joel dit. Il y a des petits moments, surtout dans les 15-20 premières minutes de l'épisode, où ça se peut que tu manques des petits bouts de ce qu'il dit, des fins de ses réponses et des petites choses comme ça. Mais on a essayé de le travailler au maximum pour que tu puisses quand même écouter l'épisode et l'apprécier. On en est vraiment désolé, mais on espère que tu vas quand même apprécier son entrevue, surtout en particulier son passage avec le Heat de Miami, avec LeBron James, dans les belles années du Heat et de LeBron James. C'est vraiment du bonbon. Donc, j'espère vraiment que tu vas écouter toute l'entrevue au complet parce que c'est génial. Merci encore une fois d'ailleurs à Joel Anthony et à l'Alliance de Montréal d'avoir rendu cette entrevue possible. Bonne écoute, malgré tout. La triple menace, format entrevue, de grandes entrevues. Les gars, top. Félix, comme à chaque mois, on se réserve le plaisir d'accueillir quelqu'un de spécial pour discuter de sa vie, des sports et tout ce qui entoure. Et bon, on se retrouve un peu comme au croisement de plein de choses. Il y a March Madness en ce moment, on se prépare là, pour les dernières rondes. Il y a également les playoffs de la NBA qui s'en viennent à grands pas. On surveille à chaque jour le classement. D'ailleurs, gros match des Timberwolves hier soir, Félix. Et très spécialement, il y a la saison de l'Alliance qui approche à grands pas. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'à parler de l'Alliance, recevoir quelqu'un qui est dans l'organisation là, depuis les tout débuts, autant là, à titre de DG que maintenant copropriétaire de la franchise. Et c'est avec grand plaisir qu'on reçoit ce mois-ci, messieurs, Joel Anthony. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait parler avec toi, mais bon, tu sais, regardons un peu ce qu'il y a avec l'Alliance parce que c'est la 5e saison. Et puis, bon, il y a déjà les premiers joueurs qui ont été signés. C'était important pour vous de pouvoir conserver non seulement Quincy Guerrier, mais en plus de ça, d'aller chercher Keyshawn Barthélemy? Oui, bien sûr. Quincy, il était l'année dernière un des meilleurs joueurs canadiens. Il était sur l'équipe en Canadien. Alors, pour avoir quelqu'un de son niveau et aussi quelqu'un qui vient du ville, pour nous, c'était un très grand priorité pour lui signer. Et Keyshawn aussi était un joueur qui vient du ville et qui a déjà joué à un haut niveau aux États-Unis quand on était à l'école à Oregon et il entre son première saison pro. Alors, pour nous, un peu de continuité avec quelqu'un comme Quincy qui sait comment on veut jouer et qui était là l'année dernière et aussi avoir des joueurs locaux. OK. Puis justement, là, Keyshawn qui est là, Quincy aussi, parce que Quincy, c'en est un qui aussi joue dans la G-League. Je sais que, bon, l'année passée, il est passé avec le Raptors 905, joué à Laval. Je sais que vous étiez quelques-uns de l'organisation qui étaient là. Est-ce que c'est là que ça a commencé, les discussions pour le recruter? Non, vraiment, on regarde toujours tous les joueurs jeunes qui jouent même si c'est les G-Leagues, mais avant ça, quand ils sont dans l'école, on regarde quand ils vont sortir vraiment pour Quincy parce qu'il a changé d'école. Alors, je ne savais pas quand il va devenir pro. Alors, pour nous, c'était juste comme on dit, au wait and see. Alors,
mais le plus important chose, c'était juste pour être prêt quand il va faire son décision pour jouer dans l'été et pour être dans une position qu'on peut lui parler avec cette chance pour jouer pour l'équipe. Puis finalement, ce que je veux parler un petit peu pour ce qui est de l'Alliance, tu es dans l'organisation depuis que ça existe. Comment ça s'est donné ces premières discussions-là? Parce que ça va faire bientôt une dizaine d'années que ta carrière de joueur est terminée, mais comment ça s'est donné, les premières discussions? Est-ce que c'était directement l'été même? Combien d'années est-ce que ça a pris avant de pouvoir arriver avec ce projet-là et que tu sois à la tête de ça? Ça a commencé de 2 ans avant l'équipe a commencé. J'étais avec c'était Hamilton à ce temps-là, mais le Hamilton Honey Badgers. Et j'ai aidé comme un consultant. Alors, j'étais là avec les entraîneurs, avec le DG. Là, il est un bon ami qu'on a joué du basket ensemble sur l'équipe nationale, Maine Anderson. Alors, j'étais avec eux dans la ligue pour 2 années avant. Et quand j'ai entendu qu'ils vont regarder une équipe en Montréal, j'ai appelé à ce temps-là le commissioner Mike Morale et j'ai dit, regarde, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça, mais moi, je veux être un parti de ça. Alors, on ne savait pas exactement comment ça va tout marcher, mais finalement, on a décidé que pour être DG, ça serait la meilleure façon pour commencer à aider cette équipe. Et c'était juste après ça, juste un peu organique que ça déroule. Puis comment aussi qu'on peut voir aussi au niveau des joueurs, là, il y a des joueurs qui arrivent des universités canadiennes, des fois qui arrivent des universités américaines, certains qui arrivent même de la G-League un peu. Est-ce qu'il y a autant d'adaptation pour ces joueurs-là quand ils arrivent ici à la CIBL? Oh oui, bien sûr. Beaucoup de personnes ne savent pas vraiment, mais le CIBL, c'est un niveau très haut. Alors même les joueurs qui viennent dans des écoles canadiennes ou de NCAA, et même les joueurs qui viennent de la Ligue Pro, même le G-League et d'autres ligues, ils sont vraiment surpris de la qualité des joueurs dans notre ligue. Alors, oui, c'est définitivement une transition pour eux. Et c'est ça qu'on doit toujours regarder. Comment est-ce que ces joueurs vont jouer dans notre ligue? C'est intéressant. Puis écoute, on sait justement l'Alliance, c'est quand même la 5e saison. Juste pour ton avis comme ça, un peu à chaud, à quoi tu t'attends de ton équipe cette année? Est-ce que tu t'attends à une bonne saison pour l'Alliance? Est-ce que tu t'attends à encore un peu de succès pour ton équipe cette année? Oui, définitivement, on regarde pour avoir du succès. On n'est pas dans une situation qu'on dit tout le monde qui s'est signé sur l'équipe encore, mais il y a beaucoup de investissements sur notre côté avec les changements qu'on appelle dans notre organisation. Mais même pas juste sur le côté du basket, aussi sur le côté des affaires. On a fait beaucoup de changements cette année. On a un nouveau gouverneur Mark Waitman et notre COO Nicolas Lesage qui veut vraiment, ça va vraiment aider notre équipe pour être vraiment juste aller à un plus haut niveau, un plus haut étape. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre organisation plus complète. C'est vraiment, bien sûr, sur le côté dans le terrain, mais aussi sur les autres places, aussi
avec l'Alliance. Alors, on est vraiment chanceux pour les avoir avec nous, mais pour nous, parce que je vois que tout ce qui arrive comme derrière nos scenes, mais je suis vraiment excité pour cette saison, le succès qu'on peut avoir. Ça, j'aime ça. On roule ça dans ce cas. Certainement. Joel, on veut parler un petit peu, bien sûr, de ton parcours en tant que joueur. Parce que, bon, on voit souvent des jeunes aussi qui, comme on a mentionné, vont aller jouer aux États-Unis. Comment est-ce que le Junior College là, de Pensacola c'est arrivé dans ton parcours? Comment est-ce que c'est des walk-in? Est-ce que c'est eux qui t'ont appelé? Comment est-ce que ça a fonctionné, ça? C'était parce que j'ai joué, c'est juste un été. J'ai joué avec Sun Youth. Ok, oui. On est allé à des tournois et ils m'ont vu, je pense peut-être que c'était deux, mais j'ai joué dans deux grands tournois en le Kentucky Hoop Fest. Et après ça, il y avait un autre tournoi en Floride. Alors, c'était là que j'ai rencontré l'entraîneur-chef, Paul Swanson, qui était là. Mais leur entraîneur adjoint m'a vu, je pense, en Kentucky, Terrence Harris. Et c'était là qu'ils m'ont parlé pour une chance pour jouer avec eux. Et c'est parce que ça, c'était en juillet. Et je jouais presque haut et ils ont dit hey, regarde, tu peux venir ici en septembre pour aller à l'école. Et alors, j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai fait les décisions pour. J'ai dit, je peux retourner à Montréal et essayer d'aller une autre année à l'école, ou je peux aller à Floride et commencer à essayer de jouer à un plus haut niveau. C'était un peu de leap of faith pour moi, mais il faut qu'on prenne des risques, même si on ne sait pas où on va arriver. Et non, j'étais content pour cette situation parce que ça a changé mon vie. Ah, Puis, qu'est-ce que ça t'a amené aussi, justement, le grind du Junior College pour t'amener justement à l'NCAA à UNLV? Non, c'était un grand grind vraiment pour ces 2 années. Quand j'étais vraiment chanceux pour toute ma carrière, les entraîneurs que j'avais, et Paul Swanson, il était vraiment un grand parti pour moi sur mon côté, pour m'expliquer pas juste comment être un plus bon joueur et pour développer, mais aussi sur le côté avec mes livres en école, pour être un meilleur étudiant, pour être juste plus responsable. Moi, j'étais comme beaucoup de joueurs même que je vois maintenant en Montréal. On était jeunes, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et alors, pour moi, c'était vraiment un complet changement dans mon vie, comment je dois comment je dois être pour vraiment avoir du succès. Et c'est jamais pour dire hey, je vais aller pro immédiatement ou quelque chose comme ça. C'était juste pour être le meilleur et pour aller à un plus haut niveau. Et après ça, j'ai juste fait comme tellement de travail et avec des sacrifices, comme je ne suis pas retourné à Montréal, vraiment, pour peut-être 2 semaines par année. Et j'ai juste resté là et j'ai juste on a travaillé comme tellement et ça m'a donné une chance pour avoir des autres opportunités. Puis on voit que finalement, ça a bien fonctionné, tout ça en finale. Et bon, pour là, de passer du Junior College, maintenant, comment est-ce que UNLV est arrivé dans le portrait? Oui,
quand j'étais en jeune camp, jamais, parce que c'était au sud. Alors, je voulais vraiment, vraiment rester là, au sud. Et presque toutes les équipes, toutes les écoles qui m'ont regardé, on avait des changements d'entraîneurs cette saison. Alors, j'ai regardé comme Auburn, Texas A&M. Je voulais aller quelque part près de où j'étais parce que j'étais confortable là. Aussi, j'aime le soleil. Alors, c'était quelque chose que je voulais. On va parler peut-être de quelque chose d'un petit peu plus off-line, justement, dans ton parcours universitaire. Moi, ce que je me souviens, puis j'ai fait un peu la recherche tantôt un peu, tu sais, vous étiez 7e seed au March Madness, vous êtes rendu là, vous avez gagné votre conférence à ta dernière année universitaire, puis vous avez quand même réussi à sortir Wisconsin, qui était numéro 2 seed dans votre section au March Madness. Puis, j'entendais des fois du monde dire que, tu sais, parfois, la naissance de tes enfants, avoir une maison, fonder une famille, c'est bien. Mais sortir puis causer un upset au March Madness, c'est un sentiment indescriptible. Qu'est-ce que tu te souviens un peu de ce match-là contre les Badgers il y a quelques années? Non, ça c'était tellement grand pour nous parce que UNLV, ils ont été vraiment une équipe de basket. Ils ont gagné les championnats. C'était à ce temps-là, c'était presque 16 années où ils n'ont même pas été au tournoi et pour nous, pour avoir une chance pour jouer encore, ça a rentré le même excitement pour la ville, vraiment. Et c'est en Las Vegas, alors il y a beaucoup de choses à faire, mais quand tu peux faire quelque chose de grand, c'est là où on peut voir vraiment complètement différentes énergies. Alors, pour nous, pour jouer et gagner cette match en Wisconsin, pour aller au Sweet 16, c'était l'excitement, c'était incroyable et pour être vraiment comme un Cinderella story. Parce que les deux équipes qu'on a battues, Georgia Tech, il y avait des joueurs pro comme Thaddeus Young, Charles Princeton, et pour gagner contre ces deux équipes-là, c'était un des plus moments spéciaux pour nous. Surtout qu'au Sweet 16, vous avez failli faire un upset aussi parce que vous jouiez contre number 3 Oregon, les Ducks, puis vous avez perdu 76-72. C'était un match serré, puis le gagnant de ce match-là allait affronter les Gators de la Floride qui allaient un deuxième championnat national consécutif avec notamment Joachim Noah. Là. Oui, c'est vraiment pour ça, on était vraiment excités parce qu'on voulait jouer contre Floride parce qu'on avait deux grands joueurs comme moi et aussi notre autre pivot en question SCG. Vraiment, on pensait que ça serait un bon match-up et challenge pour nous. Mais on a fait presque tout ce qu'on a besoin parce que contre Oregon, mais au fin, il avait un des joueurs, il avait le meilleur match de son carrière. C'était difficile, mais c'était un peu triste, mais vraiment, ça a changé comme tellement vite parce qu'on était fiers pour qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est ça le plus, un des plus importantes choses. T'es jamais content. Il y a juste avoir une équipe qui va être content au fin. Mais on sait que vraiment, personne on pensait qu'on va être là. Mais comme je dis, on était vraiment fiers pour
qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ah oui, c'est clair. Puis écoute, je me demande, par curiosité comme ça, là, en tant que gars qui a vécu ces upsets-là, qui a fait ces victoires surprises-là, là, si tu gardes encore un œil sur le March Madness, aujourd'hui, j'imagine que tu gardes quand même un petit œil là-dessus. Ça t'arrive-tu de regarder et de dire ah, j'aimerais ça que la petite équipe gagne, j'aimerais ça qu'eux autres aussi ils vivent le thrill pour une fois. Là. Ce serait le fun que David batte Goliath cette fois-là, juste pour une fois, pour qu'ils vivent un peu ce que j'ai vécu moi aussi. Ah oui, non, bien sûr, comme je veux toujours pour voir si c'est quelqu'un en UNLV ou quelqu'un qui vient de Montréal au Québec qui joue à un haut niveau, je veux rien que du succès pour eux. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Et pour avoir cette expérience, c'est une grande raison que tout le monde joue au basket. C'est cool. Vas-y. Oui, puis je veux même faire un petit peu de chemin là-dessus parce qu'on en a tellement de joueurs de Montréal qui sont passés par le March Madness et par tout ça. Joel, qui sont vraiment un peu en tant que partisans, là, tes joueurs de Montréal préférés que tu as vu jouer au basket universitaire? Les joueurs que de Montréal que tu as préféré garder jouer? Comme maintenant? All time. All time? Ça, c'est un liste. Ça, c'est difficile. Je vais un peu parce que j'étais là quand il est allé au Hall of Fame du basket pour l'école au Juan Mendez, parce que lui, quand il était à Niagara, il avait vraiment, c'était un plus petite école, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est quelqu'un aussi que je connais, c'était vraiment spécial qu'est-ce qu'il fait dans toute son carrière. On a ici comme beaucoup de joueurs qui étaient bons, comme vraiment bons. On sait toujours les joueurs qui jouent maintenant, comme Ben, il était juste une année à Arizona, Igor à Oklahoma State. Il y a une longue liste vraiment avec des joueurs qui ont joué à ce niveau. Mais ça c'est juste des noms. Mais comme je dis, je suis toujours content pour les joueurs de Montréal quand ils ont une opportunité pour avoir du. Notre ville, on a une chance pour avoir du représentation. Yeah. Alors, pour moi, c'est difficile à juste dire. Mais tu sais, je me demande un peu c'est à quoi ça ressemble un peu les joueurs de basket de Montréal, parce que tu sais, Bénédicte, Lugans, Chris, c'est beaucoup c'est du grit. Est-ce que c'est quintessential genre au basketball canadien d'être gritty comme ça? Oui, un peu le basket canadien, mais moi je dis toujours les joueurs de basket de Montréal. Parce que pour nous, c'est ça notre identité. Il y a tellement de joueurs, comme tu regardes tous les joueurs de Montréal, comme Lou, Chris, Ken Birch, Ken Birch qui était à mon école en UNLV. Il y a tellement de joueurs qui ont cette grit, ils jouent comme tellement fort, le toughness, c'est ça qui représente notre ville. Et ils sont aussi beaucoup de fois les underdogs. Tu sais, c'est des gens que personne pense qu'ils vont vraiment avoir le succès et il faut qu'ils travaillent comme tellement plus. Tu penses
Ben est vraiment le seul joueur qui il était tellement bon, tellement au niveau qu'il pourrait être comme juste être un des premiers joueurs qui était pris dans le draft. Et on n'a pas beaucoup. Il est vraiment un des seuls. Et je pense, et j'espère qu'on va avoir plus de joueurs comme lui. Mais je veux aussi qu'on ait des joueurs qui ont cette qui ont trouvé une façon pour être là, mais on voit le changement du talent dans notre ville. Et on a plus de joueurs maintenant qui ont cette bulle, mais ils développent en des joueurs que maintenant, c'est pas un surpris. Alors, tu sais, Omax et quelques d'autres qui se battent maintenant pour avoir une très bonne carrière dans l'NBA. Et, on veut juste voir comme plus de joueurs comme ça. Mais je pense que c'est plus une identité de Montréal qu'on a vraiment. J'aime ça. Puis, écoute, je reviens un peu à toi puis à ton début de carrière, parce qu'après ce March Madness-là, il y a eu aussi le repêchage dans lequel... Puis ma question est, après ce March Madness-là, puis tout le haut qui s'en est suivi, est-ce que tu avais les attentes d'être repêché dans la NBA à ton année de repêchage? Non, pas du tout. Vraiment, c'était... quand j'étais à UNLV, j'ai pris une année pour... redshirt quand j'ai allé dans la saison senior season. Alors, c'était là vraiment qu'on a pensé, tu sais quoi, Joël, si tu fais ça, tu peux avoir une chance pour jouer pro. Et c'était là vraiment qu'on a pensé, juste pour jouer pro. J'avais mon entraîneur là, et comme je dis, j'étais vraiment chanceux pour avoir des tellement bons entraîneurs. Lon Kruger était notre entraîneur-chef et il avait beaucoup de succès dans le NCAA, aller au Final Four et aussi dans le NBA. Il était un entraîneur-chef dans le NBA avec les Atlanta Hawks et avec les alors, avec son expérience, il avait le là et il m'a dit, regarde, si tu fais ça, tu peux avoir une chance pour jouer pro. Peut-être après jouer comme un année quelque part d'autre en Europe, tu peux avoir une chance pour aller au NBA aussi. Mais on ne savait pas. J'étais, comme je dis, j'étais vraiment chanceux pour avoir des personnes qui ont vu un peu où je peux aller, mais c'était vraiment pas quelque chose que j'ai dit non, je vais vraiment aller au NBA. Pour moi, c'était juste, je peux avoir une chance pour avoir une carrière dans le basket. Et c'était ça que j'ai travaillé pour. Et vraiment, ça, c'était le plus important chose pour moi. Et puis là, c'est ça. Tu ne fais pas repêcher, là, tu passes par là, puis tu passes même pas par l'Europe. Tu passes presque pas par la G-League. Tu arrives directement, quasiment dans la NBA, avec le Heat de Miami, qui est un peu, je dirais pas, tu sais, on venait juste de finir le championnat de 2006, je me trompe, c'est Miami qui avait gagné en 2006. On vient juste de là, mais tu sais, tu arrives là, tu rencontres Shaquille O'Neal, Pat Riley, Eric Spoelstra, qui est arrivé l'année suivante. Comment tu es arrivé dans ce groupe-là et tu es comme, wow, OK, là, je suis avec la royauté du sport, là, vraiment, là, de cette époque-là. Là. Ouais. Je pense que c'était des choses que, parce que de leur identité, c'était une équipe qui jouait avec, comme on a parlé, le grit très fort, il y avait beaucoup de valeur pour la défense et pour
quand ils m'ont vu, ils ont dit, regarde, c'est quelqu'un qu'on peut peut-être donner une chance. On veut juste voir qu'est-ce qu'il y a. Et c'était même pas qu'ils m'ont regardé. Ils m'ont vu parce qu'ils ont regardé quelqu'un d'autre dans mon conférence quand je jouais contre. Et c'était là où j'étais sur leur radar. Mais pour avoir une chance pour jouer pour eux, c'était vraiment facile. Au fin du process, j'avais une opportunité avec eux en Miami et avec Sacramento Kings pour avoir un contrat. Moi, c'est un partial guarantee contrat. Et ça, c'était mes meilleurs choix. J'étais vraiment en Miami, c'était la meilleure situation parce que de leur identité, c'était une équipe que j'ai regardée vraiment comme j'avais les matchs des playoffs quand ils ont joué contre Détroit et je savais que c'était une équipe que il y avait du valeur avec moi. Et quand j'ai arrivé là, c'était un peu. C'était même pas vrai pour moi quand j'ai arrivé en Miami. Et parce que comme tout le monde de Montréal, il fallait que je travaille tellement fort juste pour avoir une chance. Et j'ai entendu qu'ils ont dit, hey, je vais être peut-être la première personne qu'on va couper. Et ils ont dit comme chaque semaine, et presque chaque jour, ils ont vu quelque chose qu'ils ont dit, ils voulaient ils voulaient que je reste avec eux. Et j'étais aussi tellement chanceux parce que toutes les personnes qui ont été là m'ont vraiment amené, ils m'ont donné tellement de support. Shaquille O'Neal était vraiment une des personnes qui m'ont parlé le plus dans l'équipe, juste pour être certain que je vais être confortable. Parce que j'ai toujours. Je parlais pas beaucoup quand j'étais là et tout le monde pensait hey, est-ce qu'il est un peu gêné, qu'est-ce qu'il y a? Mais il était toujours là et, avec des blagues, il me parle qu'est-ce qui arrive sur le terrain. Même Dwayne Wade aussi, il était très bon avec moi. Pat Riley était c'était son équipe, mais c'était lui qui a dit hey, je veux lui donner une chance. Alonzo Mourning aussi était tellement grand support pour moi. Alors, il y avait une fois, je peux dire, il y avait une fois que j'ai regardé, on s'entraîne et j'étais au football line et je lance des balles et j'ai vu Shaquille était là et Alonzo Mourning était sur l'autre côté et il y avait Bob McAdoo qui était qui était en dessous pour prendre les rebonds et il me parle du match et des choses que je dois faire et je dis hey, mais comment est-ce que j'ai arrivé ici? C'est clair. Vraiment, comment est-ce que j'ai arrivé ici? Et je voulais jamais dire que j'étais comme shout ou rien comme ça parce que quand j'ai arrivé en Miami, j'étais un pro, j'ai dit hey, il n'y a plus de comme je ne suis pas un fan ou rien. Mm-hmm. Maintenant, je suis comme tout le monde. Mais ça c'était le un fois vraiment que j'ai juste arrêté. Je pensais que non, vraiment, ça c'est incroyable. Et je comprends même pas comment j'ai arrivé ici. Et on continue. Mais oui. Puis en plus, tu l'as dit,
T'avais du soleil à Miami quand même, hein? T'étais pas dans une mauvaise situation avec la météo. Mais bon, la question qu'on doit te poser, on doit te mettre sur le spot, Joel. C'était quoi ton Welcome to the NBA moment? Welcome to the... Vraiment, c'était ça mon Welcome to oui. the NBA moment. Quand tout le monde me demande cette question, c'est ça que je dis parce que c'était là que j'ai dit, hey, mais je suis vraiment ici. Comme j'ai tous ces joueurs que j'ai vus quand j'étais jeune, j'avais le poster sur mon wall. Et alors, pour être dans cette place, c'était là que j'ai dit, hey, je suis vraiment ici. Pour moi, ça c'était le Welcome to the NBA moment pour juste savoir où j'étais. Nice. Puis justement, tu sais, de passant de gars comme toi aussi, Udonis Haslem aussi, qui lui aussi d'ailleurs a fait toute sa carrière à Miami sans être repêché. Puis ça n'existe plus beaucoup quand même, là, ce concept d'équipe-là où tu as tellement de gens qui restent ensemble longtemps, le management reste là même longtemps, les joueurs, le staff, ça reste là longtemps. C'est quelque chose qui est rare ces jours-ci, non? Ouais, non, c'est vraiment rare. Udonis quelqu'un aussi était tellement grand pour moi. Udonis était vraiment, comme tout le monde parle, que tous les grands joueurs comme les Wade County, et il y avait Shaq, LeBron et tout le monde, mais UD était vraiment le personne qui avait l'identité de l'équipe. Quand j'ai arrivé là, Spoelstra m'a dit, regarde, si tu veux avoir du succès dans l'NBA et pour rester ici, c'est lui ton blueprint. C'est lui que tu dois regarder. Et c'était cette la façon qu'il était comme un joueur, comme une personne, et personnellement, tout ça était la raison qu'il était là pour tellement d'années. Et aussi, on peut toujours dire, avec quelqu'un comme Pat Riley, il a beaucoup de valeur. Il sait qu'il y a beaucoup de valeur avec ça. Et c'est parce que ça qu'il a aussi, comme sport, c'était le même. Parce qu'il dit, s'il croit dans quelqu'un, il veut qu'il reste là et qu'il continue pour avoir une identité d'équipe. Parce que vraiment, ça a changé un peu parce que l'évolution. Mais pour dire que ces joueurs, ces entraîneurs, et même maintenant, comme j'ai allé là cette saison pour un match, il y a beaucoup de personnes qui ont été là depuis que j'étais là en premier. Et c'est important pour avoir cette sens de famille. Vraiment, et on ne le voit pas tellement toujours maintenant dans le sport parce que sur le côté des affaires, il faut qu'on fait des changements et c'est difficile pour rester sur juste une direction, même si tu n'as pas toujours du succès. Alors, ça, c'est un testament to qui est les Heat et avec Pat Riley qui a été l'architecte de tout ça. Ah oui, vraiment. Puis écoute, là, on va t'amener un petit peu dans le futur, mais pas trop encore. Après ta 3e saison dans la NBA, vous subissez en élimination au premier tour, 2 années consécutives. Le feeling doit être quand même un petit peu morose à ce moment-là, surtout avec Dwayne Wade et tout. Mais là, l'été 2010, c'en est quand même un assez important dans l'histoire du Heat, dans l'histoire de la NBA aussi. Il y a quand même 2 grosses signatures qui sont arrivées à ce moment-là. Moi, je veux savoir comment tu as vécu, toi, cet été-là. Puis est-ce que vous entendiez, les joueurs et les membres de l'organisation, un peu de rumeurs, de oui-dire par rapport à ce qui se disait sur
deux gros noms qui sont éventuellement arrivés pendant l'été? Non, ça, c'était l'été qui a changé les vies de tout le monde. Littéralement. Voilà. Vraiment, c'était grand parce que bon, moi, j'étais vraiment chanceux parce que j'étais en une situation que je voulais avoir un nouveau, j'ai regardé pour un nouveau contrat. Et alors, pour être dans une situation où, quand j'ai vu, parce que moi, j'étais surpris comme tout le monde. Je savais qu'il voulait avoir un grand off-season. Et Dwayne était le premier. Après ça, Chris a dit qu'il va aller à Miami. Et j'ai dit, OK, ça va être bon cette année. Je veux retourner. J'ai vu les partisans. Ils disent, hey, il faut que tu retournes. On va avoir une bonne saison. J'ai dit, oui, j'espère que tu vas être prêt parce que je savais que j'étais un agent libre. Et quand Ron a dit Taking my talent to Southeast, j'étais tellement surpris. Mais sur mon côté, j'ai dit hey, mais il n'y a pas de place pour moi. C'est vraiment. C'est pas possible pour avoir les trois dans l'équipe. Et j'ai appelé mon agent et dit non, c'est correct. Il y avait une situation parce que dans mon contrat, il y avait mon bird right. Alors, après, tout le monde a signé. Il pouvait me signer après parce que j'étais là pour 3 années. Mais juste pour avoir une chance pour être sur une équipe comme ça et pour avoir le support et pour vous dire que moi j'étais choisi pour être un des 15 dans cette équipe. Pour moi, ça c'était tellement grand et j'étais vraiment tellement content parce que je voulais aussi retourner à Miami n'importe quoi, mais non, c'était, comme je vous dis, l'été qui a changé pour tout le monde. Et on avait beaucoup de succès et des bonnes histoires and just great memories. Ben oui, puis en plus, il y avait beaucoup de hype autour de cette équipe-là, mais aussi, vous étiez un petit peu les vilains de la NBA, hein? LeBron James qui va unir ses forces avec tout le monde, avec l'espèce de père qui dit « not one, not two, not three ». Vous autres, c'était comment de l'intérieur? Est-ce que vous vous sentiez un peu comme les vilains de la NBA? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on savait, c'était juste, si t'es en Floride, t'es des fans de Miami. Plus, c'est ça. Mais sinon, comme personne ne voulait qu'on gagne. Personne. Et c'était fou pour moi parce que j'avais des personnes qui m'ont dit hey, je suis content pour toi, t'as ton niveau contrat, t'es sur une bonne équipe. Mais pour toi, j'espère que tu vas avoir tellement de succès cette année. Mais j'espère que tu perds. Merci. Non, vraiment, c'était comme on était les biens. Et un peu, on a essayé de juste aller avec ça et on savait juste que c'était vraiment nous contre le monde. Et c'était vraiment comme ça, nous contre le monde, parce que tout le monde, n'importe qui, les autres joueurs, les autres équipes, les partisans, tout le monde, tu as le sentiment qu'il vraiment vous voulez qu'on perde. Alors, c'était grand pour notre équipe, pour être ensemble, pour rester ensemble, pour aller pour battre dans tous ces matchs parce qu'on savait que c'était juste nous. Et pour ça, on était meilleurs au fin avec ça.
c'était un incroyable expérience. Puis surtout, tu sais, puis je pense justement ces fans-là qui étaient contre vous se réjouissaient un peu de, tu sais, le début de saison parce qu'on se rappelle que ça avait commencé un peu comme ci, comme ça, là, les 15 premiers matchs. Là, on jouait à peine pour 500 durant le début de saison-là. Puis éventuellement, il est arrivé la défaite en finale contre les Mavericks de Dallas qui a changé la legacy de plusieurs personnes, là, notamment LeBron James qui se fait encore rappeler cette défaite-là contre Dirk Nowitzki et les Mavericks de Dallas. De toi, là, de voir un peu de l'intérieur, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette finale-là contre Dallas, puis comment que ce upset-là, en guillemets, parce que c'est de même un peu que les gens voient un peu cette finale-là, s'est déroulé un peu pour vous autres contre Dallas? Je pense on était, on avait beaucoup de, comment dire, momentum. C'est vraiment ça, un des plus grandes choses au playoff. C'est pas juste, on va juste jouer bon, mais jouer bon au moment qu'il est plus important. Et c'est là où, quand on est au playoff, et vraiment, on a joué, on a gagné les premières 3 séries en 5 matchs. Et on avait comme juste beaucoup de confiance et tout était vraiment bon. Et c'était vraiment et même le premier match contre Dallas, on a gagné celui-là et on a été vraiment on était dans une bonne place au deuxième match. Mais quand ils ont recouvert, parce que c'est comme un match un peu un match de chess, un peu un match de boxe. C'est quand ils ont retourné sur au deuxième écart du match et ils ont gagné au fin. C'était difficile pour perdre cette match chez nous. Mais ça, c'était vraiment le grand changement parce que aussi les séries, c'était 2-3. Alors, pour nous, parce qu'on a perdu cette match, c'était 1-1 et il faut qu'on aille à Dallas pour gagner, pour avoir une chance, il faut qu'on gagne 2 fois. Et ça c'est difficile. Comme tu peux prendre 2, mais pour prendre 2, c'est difficile. Et vraiment, Dirk était tellement bon dans cette série, mais il était, même s'il n'avait pas ces numéros grands qu'il avait le série avant quand il a joué, mais contre nous, au fin du match, c'était là où on a vu les changements où on n'était pas, on n'avait pas exactement tous en place pour finir les matchs. Et Dirk était tellement bon au fin où c'était toujours des big shots, c'était vraiment incroyable. Et c'était là où on a vu un peu le changement et aussi leur équipe, on a juste un peu plus haut niveau avec tous les autres joueurs qui ont joué, J.J. Barrett, Jason Terry allé à un plus haut niveau. Et c'était juste un peu plus difficile pour tourner des choses pour nous. Mais c'était aussi la première année. C'est difficile pour faire pour être parfait, vraiment. Ben oui. Et je peux dire pour le deuxième côté de ton question, c'était vraiment on avait un long temps pour penser de tout ça parce que c'était aussi le lockout. Alors, oui! On n'a pas joué encore. C'était le décembre pour Noël. C'était là le premier match du saison.
longtemps pour penser de ça. Mais pour tout le monde, on a juste fait tout ce qu'on a besoin pour avoir pour être meilleur. Je sais, pour Brown, il est vraiment. J'ai jamais vu quelqu'un qui est allé à un plus haut niveau, mais qui a fait des changements dans un saison, comme dans un été. Et c'était là où il n'a pas lancé tellement de 3 points. Tous étaient un peu plus au poste comme un pivot. Et tout le monde dans notre équipe aussi, parce qu'on savait, hey, on a perdu le premier, mais on était au final. C'était pas quelque chose qu'on voulait, mais si on ne gagne pas cette année, ça va peut-être être fini pour tout le monde. Et sur le côté des affaires, si tu ne gagnes pas, et tout le monde peut partir après ça. Alors, je pense juste cette réalisation où on était comme une équipe, et aussi on avait une année ensemble déjà. On était prêts pour cette deuxième année. Alors, tout le monde a juste allé à un plus haut niveau. Et pour nous, c'était le temps. Alors, quand on a été au final contre OKC, vraiment, on savait qu'est-ce qu'on doit faire. C'était pas assez surpris. Et même parce que OKC était tellement bon, mais on savait que c'était pas leur temps. Maintenant, on pensait que c'était eux qui on va voir sur l'autre côté pour des années. Mais oui, on était très confiants qu'on était dans une bonne place cette deuxième année, et on a fait des changements pour gagner un championnat. Parce que c'était quand même là, oui, c'était la fois que vous aviez gagné 27 matchs de suite, mais en plus, c'était pas encore set in stone, parce que LeBron James, il y a toujours eu l'histoire autour de lui en séries éliminatoires. Ce match numéro 6 contre les Celtics à Boston, à quoi ça ressemblait être autour de lui? Parce que je pense que c'est de loin là où on l'a vu le plus zoned in de sa carrière, là. Ouais, non, bien sûr, c'était vraiment ça. Comme on a commencé quand on est arrivé au Boston 1, je pense que le but c'était en retard en premier. Et Boston est une ville il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, le bus, il y a quelque chose dans le vestiaire qui n'est pas correct, c'est froid dans une heure pour souvent, il y avait toujours quelque chose. Et il a rentré dans le vestiaire, et c'était la première fois, parce que lui, il parle toujours. Il parle toujours, il est content, ou même si il est, comme Martin Popus, il était il parle du match et qu'est-ce qu'on doit faire. Et comme il a rentré, il n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. Et c'était là que tout le monde savait, hey, c'est sérieux. Comme il était vraiment, vraiment sérieux. Comme il n'a pas dit un mot, comme juste comme 1, 2, oui, d'accord, non, je fais ça, arrête. Et c'était comme un temps que tout le monde savait que. Parce qu'on savait, si on parle comme je dis, le deuxième année, si on parle que ça change tout pour tout le monde. Pour lui, parce que tout le monde, c'était un temps qu'il n'a pas gagné encore. Alors, tout le monde parle, est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il est assez bon pour gagner un championnat? Alors, pour une équipe, on avait tellement de choses à battre, mais pour lui aussi, c'était grand pour son carrière. Et qu'est-ce qu'on a vu à
après ça, c'était juste incroyable la performance qu'il a fait sur le terrain pour dire qu'on va pas perdre ce match, pas celui-là. Alors, non, c'était un des plus grands matchs juste pour être un partie de ça, c'était incroyable. Et pour voir cette performance, c'était incroyable. Et puis écoute, je t'amène sur un point parce que tu as dit ça, puis ça m'a comme soulevé une cloche. Quand tu dis à ce moment-là, tout le monde parle de LeBron qui n'est pas capable de gagner et tout, tu sais, on entend souvent les athlètes, les équipes dire on essaie de taire le bruit autour, mais à quel point ces commentaires-là, puis ce qui se dit publiquement, ça affecte, à quel point c'est vraiment facile, puis c'est vraiment possible de tout calmer ce bruit-là qui vient de l'intérieur, surtout quand tu es l'empire du mal de la NBA à ce moment-là, puis à peu près tout le monde qui suit la Ligue espère que tu vas perdre au final. Je pense tu entends des choses que tout le monde parle, mais quand on joue à un niveau tellement haut, tu trouves des façons pour juste pour faire juste ça, pour prendre le bruit et le mettre quelque part d'autre, ou on peut aussi dire pour utiliser ça pour savoir que, hey, il y a, pas pour dire que, il y a pressure, mais on sait que c'est vraiment sérieux. Parce que tout le monde parle pour dire, hey, ils n'ont pas gagné, c'est une équipe qui doit gagner un championnat. Et on sait ça. Et parce que ça, je pense qu'on a utilisé pour nous, pour dire, hey, il faut que nous, comme un groupe, et comme Martin, et prêt pour qu'est-ce qu'on doit faire, parce que sinon, on sait qu'est-ce qui va arriver si on n'a pas de succès. Alors, c'est juste plus qu'on utilise pour nous, pour être meilleur. Okay. Puis il y a aussi, il y a tellement de petits détails, de petits événements-là qui font en sorte qu'on gagne ou qu'on perd un peu. Puis, écoute, on peut pas avoir Joel Anthony sans aussi parler du fameux tir à 3 points de Ray Allen qui envoie tout le monde en prolongation contre les Spurs de San Antonio aussi. Tu n'as pas joué ce match-là, tu étais quand même habillé, tu n'as pas joué une minute durant ce match-là, tu étais sur le banc un peu. Ta perspective de ce tir-là, est-ce que dans ta tête, quand tu l'as vu, le ballon partir des mains, c'est genre, c'est terminé, on s'en va en prolongation, impossible qu'il rate ce tir-là? Non, je sais, parce qu'il y avait tellement de gens qui sont partis. Déjà, les partisans, avant ça, ils commençaient à partir. Mais pour moi, parce que j'étais là l'année dernière quand on a perdu contre Dallas et je savais comment ça sentit. Et cette fois-là, j'ai dit, c'est pas le même sens. J'ai pas ce sentiment qu'on va vraiment perdre cette match. Même si ça a regardé que non, c'est fini pour eux et tout ça. Alors, moi, j'étais correct. Je savais que non, on est juste là. C'est pas fini. Je pensais, ah non, il n'y a pas de chance pour nous. Pas du tout. Pas du tout. Alors, mais on était. Je veux même pas dire chanceux, juste parce que Ray, il est bon. Et c'est ça, c'était un choc qui pratique vraiment d'être à la terre et pour courir en ligne de 3 points pour lancer un 3 points comme tellement vite. Alors, il était juste vraiment bon. Et on était ici, on dit chanceux. On est chanceux que c'était lui qui était là au point. Mais pour nous, il n'y avait pas le sentiment qu'on va perdre cette match. Et
je suis content que c'était pas une erreur de penser ça. Puis peut-être en sous-question, là, rapidement aussi, tenir le trophée Larry O'Brien dans ses mains la première fois, ça ressemble à quoi? Ah, non, ça c'est incroyable. Comme les dernières secondes avant que quand le match va terminer, c'était ça que tu as vraiment le sentiment que ça va être, qu'on va vraiment gagner. Et après ça, tout le confetti qui vient à terre et l'énergie que tu sens, c'est difficile même pour expliquer. C'est vraiment un des plus grands sentiments que tu peux vraiment avoir. Et jusqu'au qu'on a le trophée et on peut l'enlever et tout ça, c'est comme t'es sur la lune, vraiment. Et après ça, tu sens tellement bon, mais 10 minutes ou quoi, c'est vraiment le meilleur sentiment dans ta vie. Puis, bon, là, on va faire un petit peu de chemin là-dessus parce que, bon, après ça, tu as eu un petit passage à Boston, justement, un petit passage à Détroit. Puis, tu as terminé finalement avec les Spurs de San Antonio. Qu'est-ce qui t'a amené à San Antonio? Est-ce que c'est Greg Popovich, quand il t'a vu avec Miami, il s'est dit d'y aller avec toi? Comment ça s'est donné après ça d'aller jouer avec les Spurs? Je suis pas sûr exactement c'était quoi vraiment parce que j'étais un agent libre et j'ai regardé pour une situation où trouver quelque part à jouer et vraiment San Antonio avait un place mais c'était même pas un guarantee. Et alors, j'ai allé au camp d'entraînement et j'avais un bon sentiment parce que j'étais en forme, mais tout pour moi était tellement bon. Et j'ai joué au camp où j'avais le sentiment que j'ai fait tout ce que j'ai besoin de faire. Après ça, on va juste voir. Et au fin du camp, alors j'ai assis avec Pop et il m'a dit hey, on va prendre un joueur plus jeune et mais avec toi, si quelque chose arrive, tu vas être la première personne que j'appelle. J'ai dit d'accord, mais je savais que j'étais en place que j'avais un bon sentiment de qu'est-ce que j'ai fait avec eux. Mais des fois, on ne sait pas, c'est quelque chose, peut-être il peut dire juste pour être gentil ou quelque chose comme ça, mais c'est là avec Pop que j'ai tellement de respect parce que vraiment c'était en décembre, je pense, où j'étais chez moi avec ma famille en Toronto. Et j'ai juste entraîné entre là et Miami. Et il y avait un match. Paul Gasol je pense pas, ou peut-être brisé, ou moitié brisé son main dans les warm-ups. Et avant, peut-être 2 minutes depuis le match a commencé, mon téléphone j'avais un appel sur mon téléphone, c'était il est maintenant le DG, mais l'assistant de DG, Brian Martin, m'a appelé et il a dit hey, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'entraîne, je dis hey, pour Paul a une blessure, est-ce que tu peux venir avec nous? Et je dis oui, je suis prêt, j'ai juste dis-moi, il dit d'accord, je vais parler à ton agent et
on va finaliser toutes les discussions. Et pour moi, alors, j'ai vu, c'était pas juste un chance comme ils m'ont pris comme juste quelqu'un d'autre, mais pour avoir une organisation comme eux, qui était comme le plus haut qualité des organisations vraiment dans les sports, comme eux, Miami avec dans, dans la NBA, c'est vraiment un des tops comme juste en entier. Et pour être et le même façon qu'en Miami, j'étais tellement content pour être sur une équipe championnat et pour penser que cette équipe championnat, je peux être là, pour penser qu'une équipe de cette qualité de San Antonio me voulait. Vraiment pour moi, je suis tellement content pour ça. Et c'était là que ça arrivait. J'étais là en décembre et après pour le reste du saison. Et ça, c'était aussi une autre équipe qui était en place pour gagner un championnat. On avait des blessures. C'était de saison. C'est vraiment nous et Golden State étaient les deux meilleures équipes. Et c'était comme entre comme 2-3 matchs de finir juste aux saisons régulières. Et c'était juste, on avait des blessures comme aux playoffs. Tony Parker avait une blessure dans le deuxième round contre Houston et après ça, Kawhi avec le pied de Zaza avait son blessure et après ça, c'était fini. Mais non, c'était vraiment une très bonne équipe et comme je dis, j'étais chanceux pour choisir pour être une partie de ça. Tu m'as devancé, c'est exactement là je m'en allais. L'incident Kawhi de Pizza et Julia, ça a été. Je pense que c'est un souvenir, ça fait une dizaine d'années maintenant, puis tous les fans de l'NBA se souviennent encore de ça. Vous, à l'interne, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été vraiment le coup de massue qu'on a perçu de l'externe ou ça a été. On a essayé de se retrousser les manches puis de dire on va essayer d'aller chercher ça, mais ça a juste été trop difficile de perdre Kawhi qui était vraiment au prime de sa carrière à ce moment-là. C'était une énorme perte pour nous à ce moment-là. Ouais, non, c'était vraiment trop pour nous. On le savait pas. Pour perdre Tony, c'était difficile, mais comme je dis, c'était une très bonne équipe. On avait Marcus Aldridge, Paul Gasol, il y avait Manu, comme vraiment comme beaucoup de joueurs. Jonathan Simons aussi avait une grosse game aussi. Sims était là. Il y avait un jeune DeJounte Murray. C'était son première saison. Alors, c'était une très bonne équipe. Et même San Antonio, on dit, OK, on est encore là. Et même le premier match contre Golden State, c'était le troisième période et on avait un lead de comme 20 points. Ouais. Alors, et Kawhi a dit, hey, on a des blessures, mais c'est clair. Viens avec moi, on va aller. Alors, c'était vraiment juste un peu trop. Quand tu es à ce niveau-là, c'est vraiment difficile quand tu montres un grand talent comme ça. Il y a vraiment deux, mais. Puis justement, pour terminer cette défaite-là contre Golden State, justement, le balayage en finale de l'Ouest, est-ce qu'on sentait un peu dans l'équipe aussi que c'était un peu comme la fin d'une époque un peu, là, parce que justement, c'est après cette saison-là que le déclin un peu de cette dynastie des Spurs s'est amorcé? Ouais, c'est pour eux, ils sont toujours les Spurs et parce qu'ils ont une identité, ils ont une qualité de tout ce qu'ils fait qui est tellement haut. Mais quand tu montres du talent, c'est plus difficile. C'est toujours plus difficile. Alors,
pour eux, je sais, pour perdre quelqu'un comme Kawhi, c'est pas facile du tout. Je pense que Tony a allé l'année prochaine est allé à Charlotte, je pense. Alors, Manu a fini. Après ça, il n'y avait pas juste le talent. Alors, ça prend du temps et tu dois être chanceux pour avoir. C'est aussi le numéro choix dans le draft pour quelqu'un comme Wendy. Et tu peux être en situation que tu peux changer les espoirs du équipe. Mais non, il y a toujours. You have your highs and lows. Alors, des fois, ça va être bon, des fois, ça va pas. Mais toutes les bonnes organisations vont trouver une façon. Puis on parle souvent des Spurs, puis Wemby, là, petite question rapide. Là. Tu sais, quand tu vois Victor Wembanyama jouer, est-ce que tu dis j'aurais aimé ça jouer avec ce gars-là, puis à quoi tu t'attends pour le reste de sa carrière? Ou peut-être même juste essayer de demander contre ce gars-là, tu sais, juste essayer de le défendre pendant quelques minutes sur le terrain. Non, ça serait pour moi comme du fun pour jouer contre quelqu'un comme ça, parce que il est quelqu'un qui est tellement bon, mais qui change comment tu joues le basket. Alors, pour trouver des façons juste pour le ralentir, parce qu'il est vraiment tellement bon, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais non, il va avoir un tellement bon carrière. J'espère qu'il n'y a comme pas de blessure, parce que ça c'est la seule chose vraiment qui peut lui arrêter. Ouais, fantastique. Ben écoute, on va lui souhaiter le meilleur. Puis on te souhaite à toi et à l'Alliance de Montréal aussi le meilleur des succès cette saison. Joël, merci beaucoup d'être passé. Donc, rappelle la saison de l'Alliance de Montréal là, qui commence sous très peu. On a tous très hâte de voir ça, de voir nos joueurs locaux. Bref, merci beaucoup encore une fois, Joel Anthony, d'être passé au balado. C'était super cool et vraiment la meilleure des chances cette saison. Merci beaucoup pour l'avoir essayé. Puis merci aussi à l'Alliance de nous avoir donné l'opportunité de te parler. C'est super apprécié. On va te souhaiter bonne chance. Puis au plaisir, mon cher. On espère que ça sera juste la première de plusieurs fois.